Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 19e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Merci d'être avec nous. Comme vous le savez, cette conférence est un moment d'échange pour nous déconfiner, avoir les bonnes pratiques des uns et des autres et avoir une belle présentation de société. Ce soir, nous avons avec nous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Karen Ayache. Karen Ayache qui est la fondatrice, la CEO et la présidente de l'Isogène. On entre de plein pied dans la thérapie génique. Bonsoir Karen. Bonsoir. Et donc, comme vous le savez, nous sommes dans une société qui est en phase 3, qui est cotée en bourse, qui a fait plusieurs belles annonces ces dernières semaines, dont une levée de fonds de 7,7 millions le 12 mars 2020. Donc, c'est tout récent. C'était avec Orbimed et elle a présenté tout récemment ses résultats. Alors, ce soir, Karen va donc nous présenter la société, ses différentes étapes cliniques. Et puis, nous aurons ensuite, comme d'habitude, notre échange libre de 15-20 minutes selon, on termine aux environs de vers 45, voilà, 19h45, 19h50. Merci Karen, donc je vous laisse la parole et merci encore d'être avec nous pour tous. Jacques Bernard, c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir d'être avec toutes ces, enfin vous déjà pour commencer, et puis toute cette assemblée. Je connais plusieurs personnes là qui sont connectées et que je salue, et celles que je ne connais pas, je les salue aussi évidemment. Je suis très émue en fait de pouvoir partager ce soir l'expérience qu'on a avec l'Isogène de cet épisode, de cette période très particulière qu'on est en train de traverser du fait de la pandémie Covid-19. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Isogène, et juste en quelques mots, comme vous l'avez dit, Jacques Bernard, l'Isogène, c'est une société française qui est une société spécialisée dans le développement de thérapies géniques visant des maladies du système nerveux central chez l'enfant. Donc, on est sur une niche qui est très spécifique. Nous avons 4 programmes en développement. Le premier adresse la maladie de Sanfilippo de type A ou MPS 3A pour mucopolysaccharidose de type 3A. Ce programme est en phase pivot, c'est-à-dire en étude d'enregistrement aux États-Unis et en Europe. C'est une étude qui porte sur une vingtaine de patients et aujourd'hui, nous avons déjà enrôlé et traité 19 patients. Nous aurons 2 ans de suivi par patient pour cette étude avant de pouvoir déterminer et construire le dossier d'enregistrement. Et ce programme-là fait l'objet d'un partenariat exclusif avec Sarepta aux États-Unis. Transaction ou collaboration au terme de laquelle Sarepta a acquis les droits hors de l'Europe sur ce programme, nous laissant chez nous l'Isogène, tous les droits européens relatifs à ce produit et ce qui est très important comme validation pour nous, la responsabilité de l'exécution de la phase pivot, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On a un deuxième programme qui vise une maladie qui s'appelle la gangliosidose AGM1. C'est une maladie qui, comme la maladie de Sanfilippo, est gravissime, létale, pédiatrique. Comme vous le savez, certainement l'essentiel, c'est-à-dire 80% des maladies rares ou orphelines sont des maladies qui touchent les enfants. Et donc, notre deuxième programme vise une de ces maladies. C'est aussi une maladie lysosomale. Et nous sommes en discussion avec les autorités réglementaires pour l'obtention de l'autorisation de démarrer des essais cliniques qui suivront, et là je vais essayer d'évacuer peut-être une confusion qui peut y avoir de sémantique, une étude qui devrait suivre, sous réserve de validation finale par les autorités réglementaires, prendre la forme d'un essai adaptatif, c'est-à-dire un essai qui, d'un seul tenant, j'allais dire,
couvre la phase 1, la phase 2, la phase 3. Voilà, donc ça c'est pour le programme GM2 et on espère traiter le premier patient d'ici la fin de l'année. Et c'est certainement le programme pour lequel on a peut-être le plus d'incertitude aujourd'hui compte tenu de la surcharge de travail au niveau des autorités réglementaires dans le traitement de tout ce qui a trait au Covid-19. On a également un programme de thérapie génique qui est à un stade très précoce dans la maladie qui s'appelle le X fragile, qui est une maladie monogénique qui appartient d'une certaine façon au spectre de l'autisme. Et puis enfin, un quatrième programme qui est un programme de recherche fondamentale visant à mettre au point des capsides, c'est-à-dire des vecteurs, des transporteurs de gènes qui seraient optimisés par rapport aux capsides actuellement disponibles pour les développeurs de médicaments de thérapie génique. Donc ça, c'est pour expliquer rapidement ce que nous faisons. L'Isogène, c'est une vingtaine de personnes en interne. C'est en quelque sorte un réacteur, un cerveau composé de multiples cerveaux qui non pas s'additionnent, mais je crois se multiplient les uns les autres. Et là, je rends hommage à mon équipe parce que je suis vraiment très, très fière d'elle et on va en parler. Et ce sont des dizaines de personnes et de laboratoires qui travaillent à l'extérieur, qu'il s'agisse de laboratoires collaborant avec nous pour des études précliniques ou des hôpitaux, bien entendu, quand on fait des essais cliniques. Au niveau de la gestion de la crise Covid-19, la première réaction que tous les chefs de société ont eue, et on a été fortement encouragés, et c'est normal à le faire, la première mesure, c'était de protéger nos personnels, de protéger les personnes qui travaillent dans nos entreprises. Et donc, comme nous l'avons tous plus ou moins fait, si j'ai bien suivi les différentes interventions des uns et des autres, l'essentiel du personnel, pour nous, est en télétravail. Et il se trouve qu'on a peut-être un peu de chance parce que par rapport à d'autres métiers, le monde de la biotech, qui est un monde souvent très international, est extrêmement habitué à ces formes de travail un petit peu en remote. Et donc, le fait de télétravailler, c'est pesant, c'est difficile. Je pense que ça devient compliqué pour beaucoup. Mais disons que c'est un mode de travail qu'on a pu adopter sur un mode unique depuis le début du confinement, peut-être d'une façon plus facile que d'autres. Et là, je disais, je voulais revenir à l'équipe. Je crois que, et sans doute mes collègues de biotech auront le même point de vue, le monde de la biotech, c'est extrêmement difficile parce que rien n'est jamais acquis, que ce soit au plan financier, au plan préclinique, au plan réglementaire ou quoi que ce soit. Et parce que rien n'est jamais acquis, on observe que les gens qui travaillent dans le monde de la biotech sont des personnes qui sont très courageuses, très adaptables, très agiles et qui, dans ce moment-là très particulier que l'on vit, a su se relever les manches et est hyper à la hauteur des contraintes en fait. Et je trouve, moi, ce que je disais, je suis très très fière de la manière dont l'équipe Lysogène est engagée dans cette adaptation. Et puis alors, après la sécurité des personnels, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord la sécurité des patients. Lysogène, comme je le disais, est en essai clinique. Vous l'avez compris, dans nos essais cliniques, il n'y a que des enfants. Et naturellement, ce sont des enfants qui sont très malades. Donc, dans l'essai de phase 3 dont on parlait plus tôt, dans la maladie de Sanfilippo, les patients sont d'un très jeune âge. Ce sont des enfants qui sont atteints d'une maladie neurodégénérative très grave, on le sait, avec des troubles du comportement, une vulnérabilité immunitaire qui peut être plus grande que des individus non malades. Et tout ça, ça rend l'organisation d'un essai clinique particulièrement acrobatique.
Alors, avec le Covid-19 en plus, c'est évident que ça complique les choses. Nous, on a des essais qui se déroulent à la fois en Europe et aux États-Unis, comme je le disais. Donc, on a 4 sites en Europe, 4 sites aux États-Unis. Et pour reprendre une formule qu'avait utilisée Antoine Papirnik la semaine dernière, donc de Sophie Nova Partners, finalement, quand on est dans des situations de crise comme ça, vaut mieux être soit d'un côté de l'eau, soit de l'autre côté, parce que quand on est en plein milieu, c'est particulièrement compliqué. Alors, nous, on a enrôlé quasiment tous nos patients. Je disais 19 sur les 20 qu'on doit enrôler. Donc, on est plutôt de l'autre côté du gué pour ce qui est de l'enrôlement et du traitement. Le produit que nous développons s'administre par voie de neurochirurgie. Mais maintenant, l'enjeu, c'est de suivre ces patients, c'est de faire en sorte qu'ils aient leur visite au long cours. Et il est bien évident que dans le contexte actuel, on ne va pas faire voyager un enfant malade et sa famille dans des aéroports, de toute façon il n'y a plus d'avions, ou les obliger à se rendre dans des hôpitaux où ils seraient exposés à des charges virales très importantes. Donc le suivi, qu'on essaye de maintenir aussi bien que possible, se fait de manière locale. Et là, finalement, on a de la chance parce que on a été très rigoureux dans le design de notre essai, dans le sens où on a des enfants de toutes nationalités, enfin de nombreuses nationalités, je vais dire, parmi nos 19 patients. Et les tests d'analyse qu'on utilise sont pour certains administrés par des neuropsychologues. Et on a tenu absolument à ce que pour chaque enfant, quelle que soit sa nationalité, il y ait un neuropsychologue inclus dans l'essai qui parle la langue native. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en mesure, qu'il s'agisse d'un patient estonien ou allemand ou autre, de faire les évaluations localement. Donc ça, c'est une chance. Sur le deuxième programme, la gangliosidose AGM1, le Covid a pour impact que peut-être les allers-retours et les échanges avec les agences réglementaires ne se font pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, parce que évidemment, le grand argument aujourd'hui, c'est on doit traiter le Covid-19. Et d'ailleurs, je réagissais hier à un post d'André Choulika de Selectis qui faisait une remarque assez justifiée. C'est vrai que, bien sûr, il faut traiter le problème du Covid-19, mais il faut aussi traiter les autres maladies. Je veux dire, le monde ne s'arrête pas de tourner et malheureusement, les patients atteints d'autres maladies ne s'arrêtent pas de mourir. Si je pense à la gangliosidose, c'est une maladie qui peut tuer dans les 2 mois ou les 3 mois de la vie de l'enfant, ou à 1 an, 2 ans. Donc, ces enfants-là, ils n'ont pas une vie devant eux pour que leur cas soit traité. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a un peu une frustration. On travaille dur, on est sur le dos des agences, entre guillemets, sans non plus rentrer dans un schéma contentieux, hein, c'est bien évident, mais là, on doit être très actif. Et puis, dernier point que je voulais partager sur la question des finances. Donc, vous le rappeliez, on s'est beaucoup battu depuis le début de l'année, où on a beaucoup œuvré après JP Morgan pour faire un tour de table, qu'on a réussi avec comme lead investisseur Orbimed, ce qui pour moi est une reconnaissance immense et un input énorme. Orbimed a investi avec un autre investisseur américain, undisclosed, mais qui est un fonds de tout premier plan. Et puis, Sarepta, qui à cette occasion nous a témoigné de son soutien continu. C'est le résultat de longues années de travail. Hein. C'est des gens avec lesquels on parle, enfin, je ne parle pas de Sarepta, mais là, je parle de Orbimed depuis assez longtemps. Et donc, ce déclic a été extrêmement important pour nous. Donc, bon, très bien, on a eu de la chance. Cela étant, la finance ou lever des fonds, c'est un sujet de tous les jours pour les dirigeants de biotech. Et encore une fois, on ne va pas attendre. On va très vite se remettre sur les routes, alors de manière offline, j'allais dire, enfin online, mais pas face-to-face, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que oui, il y a des turbulences majeures sur les marchés, mais le Covid rappelle que la santé est précieuse, qu'on est vulnérable et que c'est un terrain d'investissement qui doit être privilégié. Donc, de ce point de vue-là, c'est un point favorable, si j'ose dire.
Et puis, les investisseurs sont au travail en ce moment, donc ils regardent les dossiers. Il ne faut surtout pas hésiter à prendre des rendez-vous, à présenter nos compagnies pour pouvoir… il y a des levées de fonds qui se font en ce moment, hein. Nous, c'était il y a juste un mois, donc c'était il n'y a pas longtemps, et c'était quasiment en plein clash Covid. Et il faut être prêt pour la sortie du confinement. Et j'allais dire même plus, il va falloir être très actif pendant l'été et au début de l'automne, parce que certains n'hésitent pas à dire aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Je parlais avec des amis CFO de l'autre côté de l'eau hier, des CFO de boîtes cotées américaines. Aux États-Unis, on commence à redouter une éventuelle deuxième vague pandémique l'hiver prochain, avec un risque de shutdown de certains marchés. Donc, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'alarmiste, mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on perde de temps et qu'on continue à faire nos roadshows, on continue à parler aux investisseurs, il ne faut pas s'arrêter. Bien, merci pour cette première intervention. Peut-être que avant que je me passe la parole à la salle et aux participants, vous pouvez nous faire un point sur la relation justement avec vous avez une relation très étroite avec vos investisseurs et avec Sarepta. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils vous soutiennent dans ces moments? Eh bien, alors, évidemment, toute proportion gardée, hein, parce qu'on ne parle pas du tout du même animal, mais les biotech aux États-Unis, elles sont aussi confrontées à des difficultés. Donc, quand elles ont des milliards et des milliards sur leur compte en banque, c'est différent d'une situation de biotech française. Mais en même temps, comme vous le savez, les boîtes américaines, ce n'est pas des sociétés où il y a 20 salariés. C'est très vite 300, 400, 500 et on parlerait d'une biotech de taille moyenne en réalité. Donc, ils ont aussi leurs difficultés. Mais Sarepta nous a, depuis le début, ça fait un peu plus de 18 mois maintenant qu'on travaille avec eux, est très supportif, qu'il s'agisse, comme on l'a vu là, du soutien capitalistique ou de la collaboration méthodologique, j'allais dire. Donc, comme je le rappelais, au titre de notre collaboration, l'Isogène est en charge et responsable de l'exécution de la phase pivot en Europe et aux États-Unis. Ce qui veut dire que le sponsor de l'étude aux États-Unis, c'est nous, c'est l'Isogène. Pour le dire autrement, aujourd'hui, c'est l'Isogène qui parle avec la FDA, c'est l'Isogène qui donne les instructions au site clinique et c'est l'Isogène qui va colliger les data, les collecter et les traiter. Cela étant, bien entendu, on a avec nous un partenaire qui est très, très fort, très staffé, qui n'a pas hésité et n'hésite toujours pas à développer ses ressources sur la maladie de Sanfilippo pour préparer la commercialisation de ce futur produit aux États-Unis et dans les territoires de Sarepta. Et toute cette collaboration se passe sur un mode de très grande transparence et de très grande healthiness au niveau des, je ne sais pas comment dire ça, dans un très très bon état d'esprit, sans rivalité, sans guerre de territoire. On est vraiment, en tous les cas pour l'heure, je pense que ça va durer parce que l'état d'esprit des équipes de part et d'autre est très favorable, très positif. On est vraiment dans un mode vertueux. Merci pour cette réponse. Maintenant, je vais vous inviter à prendre la parole et à poser des questions directement à Karen Ayache. Je crois que Jean-Michel Simon a plusieurs questions. Jean-Michel, si vous pouvez vous présenter et intervenir. Merci. Oui, bonjour, je suis juste un investisseur dans les biotech et donc j'ai suivi de près la société Isogène dont je suis actionnaire un petit peu, mais actionnaire quand même. Alors j'avais deux questions, une sur GM1, j'ai pas bien compris, vous avez parlé de GM2, j'ai compris qu'il y avait un essai adaptatif qui était pour couvrir les trois phases en même temps, mais je ne sais pas, s'il y a une différence entre ce que vous appelez GM1 et GM2. Et le deuxième sujet, vous parlez de financement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre une augmentation de capital nouvelle d'ici la fin de l'année, sachant que, si j'ai bien compris, Sarepta doit encore verser des milestones conséquents sur les 125 millions d'euros, de dollars prévus, ce qui est très significatif. Et quand doivent arriver ces milestones, ces versements?
Merci beaucoup Jean-Michel pour ces questions qui sont tout à fait pertinentes. Alors, si j'ai parlé de GM2, c'est une erreur parce que notre programme, c'est GM1, la gangliosidose à GM1. La gangliosidose à GM2 étant une autre maladie sur laquelle l'isogène ne travaille pas. Donc, nous, on travaille uniquement, à ce jour, sur la gangliosidose dite à GM1. En quelques mots, c'est une maladie, donc, encore une fois, pédiatrique, neurologique, qui n'a aucun traitement et qui peut conduire, alors qui connaît différentes formes, infantile et juvénile pour faire simple. Dans la forme infantile, les enfants ont une espérance de vie qui est de l'ordre de 2 ans. Et dans la forme juvénile, c'est une forme où la maladie se déclare ou se détecte un petit peu plus tard et l'espérance de vie se situe, je vais dire un petit peu de manière approximative, la sortie de l'enfance ou début de l'adolescence. Bon, enfin tout ça, c'est la gangliosidose à GM1. Le programme de l'isogène aujourd'hui, c'est un programme qui vise à introduire dans l'organisme du patient une copie de gène fonctionnel pour remplacer un gène déficient chez ces patients et permettre aux patients d'exprimer l'enzyme qui est manquante dans leur organisme. Aujourd'hui, ce que l'on vise, mais seul le futur et le retour des agences réglementaires nous permettra de confirmer que c'est bien le design qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Aujourd'hui, on vise l'utilisation d'un design dit adaptatif qui, en fait, est une seule étude clinique, mais qui comprend différents compartiments. Donc, il y a une première partie dans une étude adaptative qui s'appelle le stade 1, qui en réalité, sans vouloir être trop technique, correspond à une phase 1-2. Donc, on mène ce stade 1. En général, c'est une étude d'escalation de dose et d'analyse de l'innocuité, bien entendu. Et puis, sur la base, mais toujours dans le cadre de la même étude, sur la base de ce qui a été observé dans ce stade 1 ou phase 1-2, on bascule directement dans le stade 2 de cette même étude qui est en réalité une phase 3. Bon, c'est très technique. L'intérêt d'une phase ou d'un design adaptatif, c'est qu'on a une seule étude et que ça évite la partie intermédiaire, j'allais dire logistique, où on doit clôturer une phase 1-2 et ouvrir une phase 3. Mais en réalité, c'est un petit peu la même chose. Il y a juste un peu moins de logistique à l'articulation entre les deux phases. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Jean-Michel? Oui, absolument. Bon. Après, sur la question des milestones, vous avez raison, on est éligible à une enveloppe totale de 125 millions de dollars de la part de Sarepta. Le prochain milestone significatif, c'est au moment où on soumet la demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Et ce point-là, il est incertain dans le temps. Au plus tard, il sera après la période de 2 ans de suivi par patient, c'est-à-dire fin 2022, début 2023. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec l'argent qu'on a levé, on va, et c'est ce qu'on a dit dans notre communiqué de presse, jusqu'à Q3 2021. Donc, qu'il s'agisse d'une levée de fonds dilutive ou non dilutive, ce qu'on regarde aussi bien sûr, oui, la question se posera à un moment ou à un autre de relever des fonds. Est-ce que ça répond à votre question, Jean-Michel? C'est bien? Aussi, oui. Bien, parfait. Nous avons une question. Nous avons une question d'un CEO qui est basé à New York, qui est passé ici en intervenant. C'est Daniel Pepper, qui est le CEO de Cytovia à New York. Merci. Hello Daniel. Hello, bonsoir Karen, comment ça va? Ça va bien, merci. Je voulais te poser une question. Comme tu sais, il y a un grand décalage entre les valorisations en Europe et aux États-Unis. Et ce n'est pas simplement une question de fierté en tant que CEO, c'est aussi l'arme de la guerre, parce que quand on a une valorisation de 500 millions, on peut lever plus de capital que quand on a une valorisation de 50 millions. Et je pense un petit peu à l'aventure de Selectis il y a 5 ou 6 ans, qui avait un petit peu de difficultés en France.
qui a fait un très beau deal, 2 très beaux deals avec Servier et Pfizer, qui derrière a aussi fait rentrer OrbiMed. Et en l'espace de 6 mois, s'est retrouvé à faire une levée de fonds de 300 millions de dollars sur une valorisation de 1 milliard. Alors, je sais que les circonstances sont différentes, mais la biotech se porte quand même relativement bien en ce moment au Nasdaq. Donc, est-ce que tu envisages une levée de fonds aux États-Unis en ayant à la fois Sarepta et OrbiMed qui permettrait de capitaliser l'isogène encore beaucoup mieux au-delà de la fin 2021 et de passer peut-être à un autre niveau de valorisation qui est justifié par le fait que tu sois dans la thérapie génique et la pertinence des indications. C'est aussi une question très importante. Aujourd'hui, il y a, pour n'importe quel CEO ou directeur financier, il y a plusieurs options qu'on peut regarder et toutes doivent être étudiées. Il n'est pas exclu qu'à un moment donné, on se dise « Ah oui, c'est la voie à suivre ». Alors là, l'entrée de OrbiMed est quand même somme toute assez récente. Le confinement n'aide pas c'est très bien de pouvoir parler au téléphone, mais c'est toujours plus agréable d'avoir des relations vraiment intuitu personnelles. Enfin, c'est pas le mot que je cherche, mais face-to-face avec les investisseurs. Donc, il est un peu tôt aujourd'hui pour définir en quoi l'entrée de OrbiMed récemment et d'un autre investisseur américain en quoi ça va guider, j'allais dire, la trajectoire de l'isogène aux États-Unis. Mais on ne peut pas nier qu'effectivement, dans l'isogène, et là je ne parle pas du capital, je parle de l'activité en tant que telle de la société, il y a une composante américaine qui est grande. Comme je le disais, la moitié de notre essai clinique, c'est aux US. Pour GM1, ça va être pareil, on va développer l'essai clinique en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est une option, c'est quelque chose qu'on va étudier. C'est technique, ça ne se fait pas comme ça, mais ce n'est pas une option qui est exclue parce qu'évidemment, ça ne nous échappe pas que les possibilités capitalistiques aux États-Unis sont vraiment plus importantes. Ça, on n'en doute pas. Hein. La prochaine étape. Peut-être. Absolument. Bien, nous avons Denis Cavert, qui est le CEO de Vaxel. Vaxel est à Lyon. Denis, à vous. Ah, il n'y a pas le micro. De vos projets. J'étais curieux de savoir quel business model l'isogène avait entre licensing out des produits, en particulier celui qui est le plus avancé, et puis peut-être l'intégration et l'accès au marché pour le marché européen en tout cas. Est-ce que je comprends bien votre question qui est en gros, est-ce que la question c'est pourquoi vous avez fait un deal avec Sarepta ? Je ne vous poserai pas cette question-là, c'est votre vision dans 3 ans, est-ce que l'isogène commercialisera ses propres produits quelque part ou est-ce que l'isogène continuera plutôt à développer de nouveaux produits en laissant la commercialisation à d'autres ? C'est un sujet de réflexion pour nous en ce moment, dans la mesure où transformer ou faire une transition entre être une société de R&D au sens large, parce que dans R&D, il y a la clinique quand même, dans mon acception du terme. Et aujourd'hui, l'isogène, c'est une société qui exécute pour de vrai, dans la vraie vie et dans plusieurs territoires, une phase 3. Donc, qu'en coûte-t-il ? Voilà, c'est ça la question à laquelle on est en train d'essayer de répondre en ce moment, de transformer une société de R&D de la préclinique à la clinique en une société qui ferait ça et qui aussi ferait du launch et commercial. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'on réfléchit, c'est que c'est une de mes priorités en termes de définition de la stratégie. Et donc, une de mes occupations principales au cours des prochaines semaines, ça va être d'aligner, j'allais dire, ou de déterminer toutes les briques qui font qui permettraient à une société de préparer le lancement
et de gérer la commercialisation. Donc, dans la préparation du lancement, il y a notamment des activités de market access. Sur ce sujet-là, on n'est plutôt pas mauvais parce que les gens ne le savent certainement pas, mais depuis 2014, j'ai au sein de mon équipe une personne qui travaille sur ce sujet. Et c'est un sujet qu'on a pris très, très, très en amont pour une raison simple, si j'ose dire. C'est que je ne voulais pas qu'on lance une phase 3 en ayant négligé ce que des autorités en charge de l'évaluation de la valeur ajoutée qui déterminent le prix d'un produit, je ne voulais pas que l'avis de ces gens-là nous soit transmis ou qu'on aille le chercher au moment où l'essai clinique était déjà engagé. Donc, avant qu'on lance l'essai de phase 3, j'avais vraiment tenu à ce qu'on ait des interactions avec la FDA, avec les pré-IND meetings qu'on connaît, avec l'EMA et le Scientific Advice qu'on connaît, mais aussi avec les HTA bodies. Et donc, on a eu des dialogues précoces avec ces gens-là, de telle sorte que dans notre essai d'aujourd'hui, on tient compte des commentaires ou de la guidance, en quelque sorte, qui nous ont été transmis par les HTA bodies comme la HAS ou NICE il y a déjà quelques années. Et donc, du point de vue market access, on a déjà une fonction qui interagit avec les HTA bodies. Il y a une firme de consulting avec laquelle on travaille relativement au long cours sur les questions de détermination de la valeur, du profil du produit, etc. On a une interaction très fournie et très continue avec les KOL et avec les organisations de patients. Donc, sur cette brique-là, on a déjà fait du travail, mais il en reste. Et puis, sur la partie commerciale, il y a un peu tout à faire. Alors, ça, c'est un travail qu'on mène pour l'instant avec, pour les prémices et la roadmap, on travaille avec Sarepta. Mais j'ai tenu à ce qu'on fasse notre propre analyse stratégique du sujet. Et donc, comme je vous le disais, Denis, aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, on va travailler pour identifier les différentes briques qu'il faudrait intégrer à l'isogène pour que l'isogène d'aujourd'hui soit la lysogène de demain. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour que l'isogène demain soit une société commerciale? Et puis, en fonction de ça, on va décider si c'est un choix qui est cornélien et que c'est extrêmement coûteux ou impossible de s'engager dans cette voie, on en tirera les conséquences. Mais vous comprenez que si aujourd'hui on mène l'étude, c'est que à l'inverse, on a plutôt envie de se doter des moyens de garder la commercialisation et de rester en charge de la commercialisation de notre produit sans Philippoa en Europe et comme vous le disiez, idéalement de faire grandir le portefeuille. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse, Karen. Xenia Proton a une question. Xenia, c'est à vous. Oui, bonjour Karen. Bonjour Xenia. Bonjour Karen. Donc, je me présente juste en 2 mots. Je dirige une société qui a pour vocation de trouver un traitement thérapeutique pour des patients et en particulier des enfants aussi qui sont touchés par une maladie rare qui touche le système nerveux central. Cette maladie s'appelant le syndrome d'Ondine. Donc, c'est une pathologie en 2 mots où les patients ne respirent pas à certains moments de la journée, en particulier quand ils dorment. Voilà, donc ils vivent à l'aide d'une machine. Donc, ma question est la suivante, Karen. À partir de quel moment est-ce que chez l'isogène, vous avez commencé à développer votre portfolio sur une seconde pathologie? C'est-à-dire vous avez démarré sur une, maintenant vous en avez plusieurs. Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant en particulier qui vous a fait dire c'est le moment de me lancer sur autre chose ou est-ce que c'était une marche volontaire à un moment donné de votre part? Alors, je vais être tout à fait transparente là-dessus. On a fait en 2014 une levée de fonds qui était la première levée de fonds avec des fonds institutionnels. Jusqu'à ce moment-là, l'Isogène, qui est une société qui est née en 2009, donc une société qui maintenant a 11 ans, jusqu'à 2013-2014, l'Isogène avait été financé essentiellement avec ce que j'appelle du love money, association de patients, les fondateurs, évidemment, toutes mes économies, celles de ma famille, en fait, de mon mari et moi. Et puis, on avait eu un fonds, un family office. Donc ça, c'est l'Isogène les premières années. Et avec ça, on avait fait
toute la préclinique du programme première génération Sanfilippo-A et le premier essai clinique. Et puis, sur la base de résultats très encourageants de cette phase 1-2 ou ce programme première génération, on a eu de l'intérêt et c'est à ce moment-là que des investisseurs institutionnels spécialisés, et donc pour ne pas les citer, Sophie Nova Partners, la BPI et Novo AS, qui est la holding qui détient Novo Nordisk. Ces gens-là sont rentrés au capital. Ils ont investi 17 millions d'euros à l'époque. Et dans mon mandat ou dans mon cahier des charges, il fallait que je transforme l'Isogène en une société qui ne soit plus une single product company. Donc, c'est de là qu'est venu le souhait, ça a été l'acte déclencheur de 2 produits dans la société. Et alors après, pourquoi ce programme-là ? C'est toujours très compliqué d'expliquer la manière dont on fait grandir un portefeuille, mais surtout dans une société qui, à l'époque, alors je dis on est petit aujourd'hui parce qu'on a 20 collaborateurs, mais à l'époque, on était 3,5. Hein, donc, c'est un peu compliqué d'aller chercher des produits, de tout analyser. Mais avec notre excellent Michael, on a épluché la littérature, Michael Hochmiller, on a épluché la littérature, on a épluché les bases de données, on a rencontré beaucoup de monde. Et puis, on avait choisi comme deuxième programme un programme qui nous permettait de leverager au maximum sur ce qu'on avait appris, c'est-à-dire le transfert de gènes dans le système nerveux central, maladies lysosomales, maladies neurodégénératives, maladies pédiatriques, enfin. Et puis, une étude, un programme pour lequel il y avait déjà des preuves de concepts précliniques solides. Et c'était aussi la demande des investisseurs. Donc, c'est comme ça que s'est fait le choix. Merci. Il y a une question complémentaire. Pas de question. Si, enfin, moi, je veux bien, je veux surtout pas monopoliser le forum. Ma question concerne une réunion qui est de la FDA qui a eu lieu début avril sur Sanfilippo, donc qui a supposément commencé à travailler ou à regarder les premières données disponibles sur les résultats de cette étude. Qu'en est-il à ce stade? Et est-ce que, je sais que je suis beaucoup sur les forums boursiers, certains forums commencent à extrapoler sur le fait qu'il puisse y avoir une autorisation temporaire d'utilisation sur le médicament. Est-ce que vous partagez cet espoir ou bien c'est juste une réunion de routine qui a eu lieu récemment à ce sujet-là? Vous parlez d'une réunion lysogène avec la FDA? Oui. On a des interactions régulières avec la FDA, donc ça fait partie de la vie d'un programme. Mais il serait franchement déplacé de ma part de dire qu'on peut espérer des ATU. Les ATU, ce sont des autorisations temporaires d'utilisation comme je pense la plupart d'entre nous le savent, qui sont destinées à permettre aux patients d'accéder à un traitement quand la maladie est extrêmement grave. Bon, ça c'est sûr, c'est le cas de la maladie de Sanfilippo. Et en l'absence de tout autre traitement, c'est aussi le cas de la maladie de Sanfilippo. Cela étant, derrière cette affirmation qui est juste, c'est pour des maladies comme la nôtre que sont faites, ont été imaginées au départ ces ATU, enfin du moins je crois. Il serait prématuré de dire qu'on va être éligible et il serait encore plus imprudent de dire qu'on va être éligible rapidement à cela. Donc, je ne peux pas commenter à ce stade. On est encore, vous savez, on est dans une maladie qui à la fois progresse très vite et qui en même temps est un peu disparate d'un patient à un autre. Ce n'est pas pour rien que les autorités réglementaires nous ont demandé que l'on suive les patients pendant 2 ans. C'est vraiment une requête de leur part, au vu de leur connaissance de la maladie de Sanfilippo. Ils pensent que 2 ans, c'est une bonne période pour évaluer. Alors évidemment, comme l'essai est ouvert en tant que sponsor, on peut voir des datas un petit peu au fur et à mesure, mais
c'est pas comme ça qu'il faut regarder le sujet. Il faut voir les données un petit peu dans leur globalité. Et à ce stade, c'est vraiment prématuré. On n'a même pas encore fini de complètement enrôler. Mais pour faire une réponse plus courte, il est sûr que tout ce qui concerne les programmes d'accès anticipé seront regardés comme d'éventuelles opportunités pour eux. Merci pour cette réponse. Jackie Van der Scher, pour Regno. Oui, bonsoir Karen. Bonsoir Jackie. J'y connais rien en thérapie génique, donc moi je vais te demander une question un peu plus technique, puisque moi je suis un mec des petites molécules depuis dans toute ma carrière, même si certaines étaient naturelles ou nées des produits naturels. Comment tu testes précliniquement et cliniquement l'innocuité des technologies à long terme? Qu'est-ce que te demandent les agences exactement? Alors, on nous demande à long terme, pas tant, en fait, comme moi, j'ignore tout du monde de la small molecule, je ne sais pas si ce qu'on nous demande, c'est long ou pas long. Alors, je vais répondre. Je vais te donner un exemple. Nous, on doit faire une carcinogénèse, donc 2 ans d'études dans un rongeur pour pratiquement regarder toute la vie du rongeur par analogie. Donc, c'est des essais très, très longs. Et je me demande comment ça se passe pour la thérapie génique, quoi. Alors, dans la thérapie génique, tu as autant d'études précliniques que tu as de programmes en réalité, parce que donc, chacun fait les choses comme il peut ou comme il veut, mais disons que le tir groupé, si on peut dire, ou ce qu'on voit communément, c'est des études d'efficacité sur des modèles qui seraient pertinents pour la maladie, soit des modèles knockout quand on n'a pas de chance, soit des modèles existants naturellement. Et nous, on a la chance, dans la maladie de Sanfilippo A, d'avoir accès à une colonie murine de souris MPS 3A qui est validée depuis très longtemps et qui mime très bien un certain nombre de paramètres qu'on retrouve chez les enfants. Donc, la mutation génétique, le déficit enzymatique, le déficit enzymatique est le même. L'espérance de vie de ces souris est très, très réduite quand elles ne sont pas traitées. Et ce sont des souris hyperactives, pour faire simple. Hein. Donc, et avec accumulation de certains biomarqueurs. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve aussi chez l'humain. Donc, pour les études précliniques d'efficacité, en général, ce qu'on a à faire, c'est démontrer que chez l'animal, et chez une souris, ça se voit assez vite, tu vas générer une activité enzymatique, tu vas permettre une normalisation du niveau des substrats toxiques dans l'organisme de la souris, et tu vas permettre à une souris traitée de ne pas développer les symptômes d'hyperactivité. Donc ça, c'est des études qui se font sur quelques mois. Dans le cas de la gangliosidose AGM1, là encore, on a une sorte de chance parce qu'on a un modèle qui est un modèle félin, c'est un chat, qui a naturellement la GM1. Et donc, c'est dans ce chat qu'on a fait l'épreuve de principe consistant à montrer que délivrer dans l'organisme de ces chats une version saine du gène codant en l'espèce pour la bêta-galactosidase permettait de ne pas développer la pathologie. Et bon, ça prend un peu plus de temps, mais c'est une histoire de quelques mois, on va dire. Donc ça, c'est pour les études d'efficacité. Pour les études de tox, plus réglementaires en tant que telles, ce qu'on nous a demandé, donc en fonction des programmes, mais en gros, en général, on a une étude murine sur modèle sain et une étude primate, toujours sur modèle sain. La logique là, c'est de vérifier dans un organisme qui n'est pas malade que si tu introduis le vecteur de thérapie génique, tu ne vas pas déclencher une maladie qui ne serait pas là. Donc, chez le rat, on fait des études en général de tox aigu, de tox à moyen terme et à plus long terme, je crois 6 mois. Et après, on continue à suivre des time points pour ceux qui n'ont pas été sacrifiés, mais ça fait un coup fort du dossier, mais on n'en a pas impérativement besoin pour démarrer. Et pour la tox primate, on a besoin des datas à 6 mois, je crois.
je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en gros, c'est ça que nous, on fait. Donc, chez des organismes sains. Pour le premier essai, il y a des années de ça, on avait fait rats et chiens. Et les chiens, on les avait suivis juste 1 mois. Bon, là, avec les primates, et comme on était un peu plus riche, on essaye de voir au plus long cours. Mais ce qu'on entend dans le domaine de la thérapie génique, et on l'a entendu nous-mêmes, c'est que les agences veulent de moins en moins de gros animaux. Donc voilà, nous, on a été limités dans le nombre de primates. Est-ce que j'ai répondu, Jackie? Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Merci. Merci pour cette question, Jackie, et cette réponse. Qui souhaite poser une question supplémentaire? Moi, je vais en profiter pour en glisser une petite. En 2017, on avait fait un petit article dans Biotech Finance et on avait noté une compétition assez rude sur San Filippo. Il y avait 5 ou 6 compétiteurs, dont Shire et d'autres. Aujourd'hui, quel est l'état de la compétition? Alors, déjà en remarque liminaire, moi quand j'ai démarré, et je pense que tout le monde sait pourquoi j'ai démarré cette société, et puis pour ceux qui ne le savent pas, j'avais une petite fille qui est née en 2005, atteinte de la maladie de San Filippo, et nous avons eu le diagnostic très rapidement. Plus rapidement que ce qu'on observe généralement dans cette maladie. Et donc, ça m'a encouragée et incitée à me lancer dans le domaine des biotechnologies, ce qui n'était pas mon univers d'origine du tout. Bref, en 2005, donc, il n'y avait personne qui s'intéressait à cette maladie. Et c'est bien pour ça qu'à la fin, j'ai fini par me dire, je vais le faire parce que sinon, personne ne le fera. Et puis, quelques années après, vous avez raison, Jacques Bernard, on se retrouve dans un environnement où il y a plusieurs sociétés qui se sont intéressées au sujet et qui se sont positionnées. Alors, il paraît qu'il y a un proverbe qui dit que les pêcheurs, ils vont là où les autres pêchent. Bon, alors, dont acte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le temps, la connaissance autour de la maladie de San Filippo, elle s'est accrue. Et elle s'est accrue du fait de 3 facteurs, à mon avis. 1, l'existence ou l'émergence d'associations de patients dans le domaine de la maladie de San Filippo. Et j'avais moi-même créé une association de patients en 2006. Mais il y en a eu d'autres. Donc, ça commence à remuer. Vous savez, on va dans les meetings, on commence à nous entendre. Donc, tiens, d'un seul coup, la maladie existe. Deuxième facteur, la création, parce que j'ai commencé à faire germer le programme de thérapie génique dès 2010. Donc, voilà, ça c'est pareil, ça a remué un peu les sédiments parce que c'est une maladie sur laquelle il y avait notre fameux chercheur d'Australie qui travaillait depuis un moment, mais peu de personnes s'intéressaient à son travail, sauf le troisième acteur, Shire. Et Shire faisait un excellent travail sur la maladie de San Filippo. Ce qu'ils faisaient, mais ils ont démarré un petit peu, enfin, en préclinique, ils avaient démarré avant moi, enfin, avant nous, avant l'isogène, mais en clinique, finalement, ils ont mis un peu de temps à y aller. Et leur approche était une approche par remplacement enzymatique. Étant moi-même la mère d'une enfant, donc maintenant elle nous a quittés, mais une enfant que j'ai connue très vulnérable, très hyperactive, très fragile au niveau de tout, au niveau ORL. Et pendant des années, je ne suis pas allée dans la rue avec ma fille. Donc l'idée d'emmener un enfant qui a la maladie de San Filippo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à l'hôpital pour devoir rester immobile pour recevoir des injections par voie lombaire ou autre, pour moi, ça faisait aucun sens. Mais ça empêche que Shire avait un très beau programme sur ce sujet, mais c'est parce que je ne croyais pas à l'enzymothérapie dans la maladie de San Filippo que j'ai choisi délibérément de ne pas suivre cette voie quand j'ai créé l'isogène, qui à l'origine s'appelait San Filippo Therapeutics. Donc j'ai choisi le transfert de gènes dans le système nerveux central parce qu'on a beau dire qu'on peut délivrer des capsides par voie veineuse et traiter des maladies du cerveau, c'est joli sur le papier, c'est joli dans la souris, mais chez la souris, tout marche en fait, tout marche. Quand on passe à l'humain, c'est une autre affaire. Donc, on a privilégié chez nous le delivery du gène dans le cerveau parce que c'est là que la maladie, elle se développe. Et c'est
le cerveau qui tue les enfants pour la maladie de Sanfilippo, c'est pas le foie, c'est le cerveau, c'est la dégénérescence totale neuronale. Bon, alors après, Shire a dû interrompre son étude par manque de résultats et beaucoup de difficultés, mais ça a fait qu'ils avaient, parce que c'est un grand nom, ils ont attiré les projecteurs, j'allais dire, sur la maladie de Sanfilippo. Et après, ben voilà, il y a eu un peu un effet, tiens, c'est une maladie modèle, c'est une maladie sur laquelle on peut démontrer des choses. Et donc, c'est ce qui fait que à un moment donné, il y avait pas mal d'acteurs. Alors, il y en a qui rétrogradent. Hein, comme je disais, Shire, ils ont terminé leur essai clinique, enfin, ils l'ont arrêté. Il y a un autre acteur qui voulait tenter quelque chose qui est à la jonction de l'enzymothérapie avec de la small molecule. C'est pareil, ils sont sortis du jeu, ils ont arrêté. Et puis, il reste quelques acteurs ici et là, dont un acteur américain important qui fait de la thérapie génique par voie intraveineuse. Nous, on n'y croit pas. C'est sur la base de nos travaux scientifiques, on n'y croit pas beaucoup, pour être plus poli, on va dire. Après, le futur dira. Cela étant aujourd'hui, parce qu'il faut toujours, je veux dire, plus il y a de solutions pour cette maladie et mieux on se porte. Si je ne parle pas en tant que CEO, mais si je parle en tant que je regarde les patients. Cela étant, avec ma casquette de CEO, et j'en suis intimement convaincue aussi à titre personnel, la société la plus avancée dans le domaine aujourd'hui, c'est l'Isogène. C'est la seule société qui est en phase pivot et effectivement considérée comme pivot par les autorités. C'est aussi la société qui, je pense, connaît le mieux, notamment grâce à la personne qui occupe notre fonction de Chief Patient Access, donc qui s'occupe du Market Access, pour revenir à la question de tout à l'heure. Je pense que l'Isogène est la société qui a le plus de connaissances fondamentales de la maladie, des patients. Récemment, on a inclus dans notre essai d'enregistrement un outil de capture vidéo qui va permettre de mesurer dans la vraie vie et à la maison d'éventuels progrès de nos patients. Et donc, tout ça fait que je pense qu'on est bien placé pour arriver les premiers avec un produit qui soit bien sûr safe, mais aussi un produit efficace. Bien, merci pour cette réponse circonstanciée, Karen. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il est 19h54, ce serait l'ultime question. Non, il n'y a pas de question. Donc, écoutez, je voulais vous remercier, Karen, d'abord parce que c'est une intervention qui est brillante et on a appris effectivement beaucoup de choses sur la société, sur son état d'avancement, l'état d'avancement des produits. Je voulais aussi tous vous remercier en tant que participants d'être venus ce soir pour cette conférence, la 19e du nom. Alors, juste un petit mot, après nous être quittés, vous allez recevoir un petit mail dans lequel je vous demande vos impressions et un petit questionnaire sur les conférences. Est-ce que comment vous les avez trouvées et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut adopter comme modèle? Demain, il n'y a pas de conférence, on reprend lundi. Alors, on a un démarrage de semaine très financier avec BPI France. Ça va intéresser les CEO qui sont présents dans la salle ce soir. BPI France, donc Laurent Artaud, qui est le spécialiste du fonds Sciences de la vie de BPI France, sera avec nous. Mardi, c'est Alain Lostis, c'est aussi quelqu'un qui connaît très très bien le fonctionnement des VC, qui va détailler un peu cette approche. Et puis nous basculerons à nouveau dans les entrepreneurs avec DNA Script et Franck Mouton. Voilà, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée à tous, merci à tous. Merci Karen encore pour cette intervention et à très bientôt. Merci à vous tous et bon courage. Au Lakers, comme je dis toujours. Parfait, merci. Au revoir. Au revoir.